On va essayer de rentrer dans un exemple plus concret avec Indeed, donc Charles Chantala, qui va me rejoindre et qui va un petit peu plus aborder le point dans son organisation et dans votre environnement. Comment vous participez en tant qu'acteur à apporter des nouveaux insights aussi sur ce thème. Alors déjà, Indeed, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? En 2 mots, Indeed, ça aide les gens à trouver un emploi. C'est très simple, mais j'en parle volontairement parce que je crois que c'est sur la première slide. C'est la mission d'Indeed, elle est bête comme chou, volontairement. On aide les gens à trouver un job. C'est une boîte qui a presque une quinzaine d'années, mais qui a mis un petit peu de temps à traverser l'Atlantique. L'idée de départ de comment on va aider les gens à trouver un job, c'était pas de dire je crée un énième site d'emploi, puisque c'est 2004-2005. On est arrivé au stade où il y a déjà des milliers de job boards dans le monde. Donc la recherche d'emploi est bien passée en ligne, mais on est arrivé à un problème inverse de ce qui existait avant, à savoir trop de sources. Donc la réponse qui paraît évidente aujourd'hui, c'était un moteur de recherche qui réunit tous les jobs de la Terre en un seul endroit. Donc très concrètement, Indeed, c'est juste, j'agrège tous les sites d'emploi concurrents d'ailleurs, mais aussi tous les sites carrières de vos entreprises. Je laisse les TPE poster leurs jobs gratuitement. Et donc concrètement, on arrive à peu près 20 millions de jobs, je crois, il y a une semaine quand j'ai demandé, le dernier chiffre à date, j'ai regardé pour la France il y a quelques jours, c'est 600 000 jobs en temps réel qui apparaissent. Donc ça, c'est la promesse pour le candidat. Ça paraît logique, mais c'est vrai que ça n'existait pas avant, la possibilité de trouver tous les jobs en un seul endroit. Et puis le deuxième chose qui a été un peu mise à l'envers par rapport à ce qui se faisait historiquement sur les sites d'emploi, c'était la manière de les présenter, puisque d'habitude, on m'oblige à m'inscrire, à me donner toutes mes données personnelles pour faire une recherche, etc. On met des pubs aussi sur les sites, donc Indeed prend tout ça à l'envers. Pas d'inscription, 2 barres de recherche, pas de publicité, et j'accède à tous les jobs en 2 clics. Normalement, c'est une expérience de recherche qui est bonne, donc c'est vrai que ça a eu un succès énorme, et c'est devenu le site d'emploi de très loin le site d'emploi le plus visité. Il y a 250 millions de personnes qui l'utilisent tous les mois, donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, parce que l'idée c'est pas de parler particulièrement d'Indeed en tant que produit, plus en tant qu'employeur en fait, et moi en tant que manager, mais la raison pour laquelle je parle de ces éléments, c'est que forcément quand on a à peu près tous les jobs de la Terre sur une plateforme, et on est un des seuls sites à avoir une audience qui est représentative de la population active, qui n'est pas ciblée envers telle ou telle catégorie, ça donne évidemment des éclairages concrets. Ça fait des milliards d'interactions entre des jobs et des candidats, donc ça permet de voir aussi les évolutions du marché. On sert un peu de tour de contrôle en quelque sorte de qu'est-ce qui se passe sur ce marché, et on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on détecte dans le changement, disons, des désirs des candidats. Oui, alors justement, les annonces, vous les trouvez, elles ont de plus en plus évolué. Est-ce que les candidats cherchent d'une autre façon? Est-ce que du coup, on est plus sensible à des données d'environnement, à des données d'épanouissement? Comment ça se traduit? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution dans le temps de la recherche. Il y a une évolution dans la manière dont je vais chercher, dans la fréquence à laquelle je recherche. Ça, c'est certain qu'on voit une accélération, disons, des profils qui reviennent sur Indeed. Donc ça nous ramène aux enjeux de bien-être au travail, dans le sens où on sait qu'il va falloir être particulièrement attentif à certains éléments pour retenir nos talents, pas seulement pour les attirer. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est une évolution de ce qui est mis en avant par les entreprises dans leurs offres d'emploi. Donc là, il y a des analyses sémantiques assez spécifiques qui permettent de montrer qu'on assiste effectivement à une évolution. Alors je crois que je l'avais mis sur une slide. Ça, c'est l'évolution du nombre de références au bien-être au travail dans les offres d'emploi qui sont référencées sur Indeed. Donc encore une fois, sur une assiette qui est énorme, on parle sur des millions de jobs, et on voit que c'est assez fulgurant, parce que là, c'est vraiment une échelle sur 2 ans. Donc c'est vérifié, c'est pas juste un buzz, la plupart des entreprises en tiennent compte. Donc ça nous ramène un peu à ce débat qu'on a tous depuis le début, pour essayer de distinguer la qualité de vie au travail, du bien-être et du bonheur. Je fais exprès de les citer dans cet ordre, parce que moi je le vois un peu comme une gradation du moins optimiste vers du moins ambitieux vers le plus ambitieux, en quelque sorte. La qualité de vie au travail, de mon point de vue, même si on l'appelait pas comme ça, elle existe depuis la nuit des temps. On en voit des traces au moment de la révolution industrielle. Ça a un peu perdu la cote parce que ça a été rapidement perçu comme du paternalisme. Disons le capitalisme version bon père de famille qui essaye de donner des avantages à ses collaborateurs. On le voit plus comme ça, simplement parce que les avantages qui étaient donnés aux collaborateurs à l'époque, aujourd'hui, sont des minimums légaux. Enfin, c'est des choses qui seraient interdites de ne pas donner. Et je pense qu'on aura la même perception d'ailleurs de certaines choses
qu'on met en place dans nos entreprises aujourd'hui dans 50 ans. Certaines choses qu'on voit comme des avantages dans 50 ans, et voilà, il sera interdit en France ou dans d'autres pays de ne pas les offrir. Donc ça, c'est, disons, la version la plus, pour moi, subjective. En plus, on peut la mesurer. Ça tient beaucoup aux conditions de travail, à certains avantages en nature qui vont au-delà du minimum légal, en quelque sorte. Le bien-être, c'est déjà un peu plus ambitieux parce que là, on rentre dans le domaine du subjectif, bien sûr. Donc, je ne vais pas recouper trop ce qui a été évoqué avant. Mais là, il y a des notions d'équilibre. Il y a des notions qui recoupent mon équilibre personnel et qui donc ont un impact sur ma vie en dehors du bureau, ma santé, par exemple. Et ça, c'est ça qu'on voit exploser en ce moment. Alors, j'ai volontairement pas sorti de stade sur le nombre de mentions qu'il ait fait du bonheur. Disons que là, je parle pour l'opinion, disons, mon opinion personnelle, et en tout cas telle que nous, on essaye de le mettre en place chez Indeed. C'est vrai qu'on met un peu la limite, justement, entre le bien-être et le bonheur. Alors pourquoi ? Je pense qu'on entre... Il y a deux risques. Disons, déjà, la plupart des études en psychologie positive indiquent que le bonheur est déjà très peu lié à des éléments extrinsèques. C'est vraiment un cheminement personnel, mais qui est très indépendant des conditions extérieures, des facteurs extérieurs. Donc l'augmentation de salaire, on l'a évoqué, ça a un impact quasi nul, ou en tout cas très temporaire. Puis on revient à notre état de bonheur ou de malheur initial. Le fait d'être licencié, de divorcer, toutes ces choses-là, paradoxalement, ont un impact très court-termiste sur notre bonheur. Donc, mon point de vue, c'est que l'entreprise a relativement peu de poids, en tout cas sur des aspects très tangibles et matériels, pour faire bouger ce curseur-là. C'est plus dans des questions de relations humaines qu'on peut le faire bouger. Et par ailleurs, il y a un risque, je pense, à surpromettre. Donc là, je vais sortir, je pense, le graphe le plus scientifique de la matinée, qui est la définition, la vraie, du bonheur. Je vous la livre. Le bonheur, c'est la différence entre la réalité et vos attentes, tout bêtement. Donc ça je l'ai tiré de mon... Équation. Voilà, une équation qui est très simple et qu'on peut détailler évidemment avec des formules scientifiques. Non, blague à part, je l'ai tiré de mon blog préféré, qui est Wait But Why, écrit par Tim Urban, qui étudie par exemple le bonheur, mais aussi les développements de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, et qui très simplement nous décrit, encore une fois, avec, de manière volontairement très simpliste, que le bonheur va être la différence entre ce qu'on attendait dans la vie. Si la réalité de ce qu'on en réalise dépasse nos attentes, on est heureux. Et inversement, on sera très malheureux si ce n'est pas le cas. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec l'évolution du niveau de vie. On pourrait débattre du fait que peut-être que les baby-boomers ont finalement mieux réussi dans la vie que ce qu'ils s'imaginaient ou en tout cas attendaient de la vie professionnelle lorsqu'ils étaient en train de jeter des pavés dans la rue en mai 68. À l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une crispation qui est peut-être liée au fait que la réalité de ma vie est légèrement inférieure à ce que j'imaginais être mes attentes, à savoir une augmentation continue de mon niveau de vie. Donc le risque, c'est que peut-être l'entreprise mette la barre trop haut en parlant de bonheur, en endossant sur ses épaules, et là je vous rejoins aussi, cette charge énorme de dire je suis aussi responsable de ton bonheur personnel. Alors chez Indeed, vous employez plutôt le mot bien-être, et qu'est-ce que vous mettez en place qui du coup peut créer les conditions, les meilleures conditions pour ce bien-être ? On met en place toutes les évidences, en tout cas tous les clichés typiques de la boîte internet qui en tout cas veut mettre en place les gadgets, et effectivement j'assume le fait que ce sont des gadgets s'ils ne sont pas suivis d'autres éléments plus tangibles. Donc bien sûr, il y a une grande cuisine, il y a des boissons gratuites, il y a de la nourriture qui est offerte 2 fois par semaine, il y a un happy hour avec toutes les semaines un thème différent, de l'alcool, il y a une PlayStation dans cette cuisine, il y a les bureaux sont beaux, tout est merveilleux, j'ai une chaise ergonomique avec quelqu'un qui est venu me la régler pendant une demi-heure. Magnifique, j'en suis très reconnaissant auprès de mon employeur. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire pour aller au-delà, c'est de faire suivre ces éléments-là de substance. Et ce qu'on constate, c'est qu'en général, la souffrance en quelque sorte, la déception de la part des collaborateurs vient dans les cas de figure où ces éléments-là, disons, sont juste plaqués de manière vraiment très gadget, alors qu'il n'y a aucun fond, aucune substance dans les valeurs de la boîte. Donc, en quelque sorte, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces choses-là sont très bien, à condition qu'on ait coché les cases essentielles qui viennent avant. C'est presque du superflu si on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux des gens. Là, ce que je peux vous montrer, c'est ce qui attire les salariés, ce qui ne veut pas dire ce qui les rend heureux. Je fais volontairement le bémol. On est en général très mauvais pour prendre des décisions qui nous rendent heureux, puisque,
comme on l'a dit, on pense tous par exemple qu'un salaire plus élevé nous rendra heureux, alors que c'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas le cas, en tout cas pas à long terme. Mais je vous présente en tout cas les éléments qui sont cités les plus fréquemment par des candidats lorsqu'ils hésitent à changer de boîte. On va pas se leurrer, un des grands mythes, c'est de dire en France, le salaire par exemple, on est content de ne plus en parler, on va parler tout de suite des choses comme l'autonomie, le sens, le baby-foot. Bon, faut pas se voiler la face, la rémunération, ça reste, pour la plupart de la population, le critère principal quand même de choix d'une future offre d'emploi. Même si, encore une fois, ça ne sera pas la recette du bonheur de ces gens-là, c'est de fait ce qui va les faire bouger en premier. Pyramide de Maslow, c'est clair qu'on a tendance à avoir une diminution du poids de cette rémunération dans la décision qui est prise, et c'est vrai que ce qu'on voit apparaître le plus sont deux grands axes, l'autonomie et le sens. Et donc là, c'est là où Indeed, disons, essaye de porter le plus d'amélioration à la vie de ses collaborateurs. Donc sur la partie autonomie, c'est là où sans doute on est allé le plus loin par rapport à d'autres boîtes. Alors bien sûr, le télétravail est libre en quelque sorte, ou en tout cas avec l'accord de son manager, mais les managers sont fortement incités à le laisser faire dès lors que les objectifs... Il y a un nombre de jours fixe ou Non, il n'y a aucune règle. En gros, ce qu'on va retrouver justement dans ce sens de l'autonomie, c'est un certain nombre d'avantages potentiels pour les collaborateurs, et encore, certains peuvent considérer que ce ne sont pas des avantages, disons des politiques RH, qui sont volontairement laissés à l'appréciation du manager. Donc on pourra peut-être y revenir sur le rôle du manager, y compris le manager que je suis, mais en tout cas, il n'y a pas de guideline strict en termes de limites. Donc le télétravail n'est pas limité dans le temps, il est même très encouragé. Le présentéisme, c'est une lutte acharnée presque qu'on mène contre ce mal. Et puis évidemment l'aspect le plus spectaculaire, disons, qu'on a mis en place, c'est la mise en place de congés payés illimités. Donc un collaborateur d'Indeed, dès lors qu'il a atteint la limite de ses 25 jours de congés payés, peut prendre davantage de jours de vacances et sera payé par Indeed s'il a atteint ses objectifs du trimestre. Voilà, j'en suis un bon exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que le congé paternité est très court cette année. Je ne me suis pas gêné pour utiliser mes congés payés illimités. Enfin, je ne me suis pas posé la question en fait. Ça m'a enlevé un poids de me dire, bah tiens, j'ai pris en tout peut-être 40 jours cette année pour une raison particulière, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui est libre, qui est laissé à l'appréciation de mon manager. Mon manager sait que je travaille dur depuis plusieurs années, me laisse partir en vacances au-delà du minimum légal. Ça s'est mis en place facilement ? Non, pas du tout. Il y a des couacs, ça peut être super dangereux, mais en gros, important, peut-être je peux partager justement des erreurs, là où, dans toutes ces politiques assez avant-gardistes, il y a des pièges. Bien sûr. Et peut-être les pièges que je peux partager. Alors, dans l'exemple des congés payés illimités, ça a été mis en place en fait avec la venue d'un DRH qui l'avait mis en place dans une autre boîte. Donc on a eu quelques difficultés, mais beaucoup moins, je pense, que quand il l'a testé la première fois dans sa boîte précédente. Il avait essuyé les plâtres avec la boîte précédente. Le risque, c'est bien sûr que dans certains cas, on va avoir des équipes où la charge de travail est telle que de toute façon les gens n'arrivent pas ou n'osent pas prendre ces congés. Et ça, c'est le truc le plus grave, puisqu'on revient en quelque sorte à mon cas de figure de j'ai un baby-foot. Mais la réalité, c'est que la culture de la boîte est telle que je sais que c'est de l'hypocrisie. Ça a un impact encore pire que si je n'avais pas annoncé cette politique. Pourquoi ? Parce que là, on a une dissonance. On a une dissonance entre le discours et la réalité de ce qui se passe. La boîte, le manager, les dirigeants de l'entreprise passent pour des hypocrites à mettre en place ces choses-là. Et on a des cas inverses où certaines équipes ayant des objectifs peut-être moins faciles à chiffrer, moins tangibles, on est un peu dans une zone de flou, on va avoir toujours un, deux collaborateurs potentiellement dans une équipe qui va un petit peu en abuser et qui, au lieu d'échanger avec ses collègues et son manager de manière claire, va créer de la jalousie de la part de ses autres collaborateurs. Donc, le problème, c'est le sentiment d'injustice, parce que partagé entre différentes équipes qui peuvent ou pas se permettre en fonction de leur métier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est peut-être le plus grand danger, dans le sens où voilà, on peut voir apparaître des cas de jalousie au sein d'une équipe, puisque on va toujours avoir dans une équipe quelqu'un de très consciencieux qui, comme on l'a dit, d'ailleurs, lui a plutôt tendance à dire je prends peut-être un jour ou deux de plus, mais je ne veux pas abuser. À l'inverse, certaines personnes n'en ont rien à faire. Et donc, là, il y a des cadres à mettre en place pour que cette politique fonctionne. Déjà, illimité, ça ne veut pas dire pas traqué. Et donc, en gros, on a un système de mesure très précis. Il y a un reporting par manager, par vertical, par spécificité de ces équipes pour essayer de détecter les anomalies. Les anomalies, ça peut être d'ailleurs que le manager met une pression, ou en tout cas de manière un peu sous-jacente, crée un climat où on ne se sent pas libre de prendre ses congés. Donc on mesure ces choses-là. On est beaucoup plus clair que ce qu'on a peut-être pu être dans les premiers mois sur
l'intention de cette politique qui est véritablement de prenez du repos si vous en avez besoin. Enfin, l'objectif, c'est que vous restiez dans la boîte, que vous soyez productif. Ce n'est pas un piège en quelque sorte. Il faut le réaffirmer parce qu'il y a presque un côté cynique. Encore une fois, on y revient, méfiant dans certains pays. C'est une arnaque. Parlez-en avec vos collègues. D'abord, faites preuve justement d'empathie vis-à-vis de vos collaborateurs, la personne avec qui vous allez passer les 2 prochaines années côte à côte, et les managers surtout ont besoin d'être formés de manière drastique. Donc ça c'est un des exemples. Un autre exemple un peu bateau, mais dont peut-être il faut se méfier, parce que ça c'est beaucoup plus répandu, je pense, dans toutes vos entreprises. Je sais qu'on a des difficultés, nous, pour un truc anodin comme le happy hour, finalement, qui est censé être un avantage. Le happy hour, c'est le vendredi à 16h30 soi-disant, mais en réalité ça glisse toujours vers 17h, 17h30. C'est merveilleux, il y a il y a des bonnes choses à boire et à manger, sauf que la réalité c'est qu'il y a des clans qui se créent. Il y a le clan des gens qui ont envie de rester après 17h le vendredi, qui vont être typiquement les jeunes. Je me mets maintenant dans la case des vieux, tout bêtement, parce que je viens d'avoir un enfant et que maintenant le vendredi à 17h30 j'ai envie de rentrer voir ma famille. Donc là on voit notamment des gros écarts qui se créent, les femmes restent beaucoup moins typiquement, et on crée une injustice là encore dans la cohésion d'équipe. Ce petit élément anodin est censé faire de la cohésion d'équipe. S'il est mal fait ou fait au mauvais moment, il peut mener à l'inverse en fait. C'est un autre exemple peut-être de... Et donc par rapport à ce vendredi 17h, vous essayez de le bouger, vous dites est-ce qu'il y a une histoire de créneau horaire? Ouais, là la discussion c'est déjà de tester, de le déplacer effectivement un petit peu plus tôt dans la journée déjà, parce que c'est soit on assume que ça fait partie des heures de bureau, encore une fois, et on évite cette dissonance, cette hypocrisie. L'objectif du happy hour, c'est pas vous restez un peu plus avec vos collègues après avoir fini votre travail. Donc ça, il faut qu'on l'assume. Alors c'est déjà sur les heures de bureau à 17h, ceci dit, mais de l'avancer encore un peu pour que peut-être j'ai le temps de bosser une demi-heure avant de partir et je pars l'esprit libre en ayant à la fois fait mon travail, j'ai pas besoin de me reconnecter le soir, et j'ai profité d'un moment sympa avec mes collègues. Et oui, effectivement, le mettre le jeudi pour éviter tous ces gens qui partent en week-end, etc. Et d'éviter de se retrouver qu'avec des gens comme moi, mais il y a un an. Voilà. Et toi, en tant que manager, est-ce que tu as des, je sais pas si on peut dire des recettes, il y a des choses que tu appliques et qui fonctionnent pour tes équipes? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. On pourra c'est à eux qu'il faut demander ça. Ce qui est certain, c'est que chez Indeed, on s'est beaucoup posé la question sur la base d'études quali, quanti, de qu'est-ce qui faisait le bon manager maintenant dans des environnements avec énormément d'autonomie, où on essaye de remettre du sens, avec des missions qui ne sont pas juste du bullshit corporate, mais des éléments tangibles dans le quotidien de nos métiers. Moi, disons que ce que j'essaye de faire, c'est créer ce climat de transparence absolue, en quelque sorte, hein, où on essaie d'avoir un équilibre de parole au sein d'une équipe qui est presque mesurable. Ça se ressent dans un team meeting, le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est très silencieux, tandis que les autres ne le sont pas. C'est des bons indicateurs. Finalement, peut-être le maître mot que j'essaye de m'appliquer, c'est l'authenticité. Donc encore une fois, je reviens à cette notion, à mon avis, qui brise les équipes et les environnements de travail, c'est les dissonances entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc une véritable authenticité dans l'objectif. Déjà, il est clair, on ne va pas se mentir, on est là pour faire ça, ça, ça et ça. En revanche, je suis personnellement convaincu qu'on arrivera mieux à atteindre ces objectifs si on est heureux en le faisant, et donc on veut créer un climat de transparence et de discussion. Et j'essaye de traduire les missions de mon entreprise, disons, de la manière la plus transparente possible. Mais c'est vrai que c'est un jeu, finalement, les managers, je pense, sont plus stressés statistiquement, clairement, que les contributeurs individuels, parce qu'en gros, on leur demande aujourd'hui de faire plus qu'avant, à savoir non seulement atteindre tes objectifs, mais fais-le en t'assurant que les collaborateurs se sentent épanouis dans cette entreprise pour qu'ils y restent. Mais en revanche, je te retire le pouvoir ferme au sens historique, la puissance patronale, parce que c'est vieux jeu et que c'est fini et qu'on n'est pas dans une notion parent-enfant du tout. Donc je ne détermine plus les objectifs de chacune des personnes dans mon équipe. J'ai certains leviers en fait que l'on nous retire. Donc mettez complètement votre ego de côté, vous n'êtes pas là pour briller, vous êtes un membre parmi les autres en quelque sorte de cette équipe.
un coordinateur, un coach qui va essayer de tirer le meilleur de toutes ces personnes. Donc c'est pas mal un travail sur l'ego déjà. Il faut pas, à mon avis, il faut plus faire le métier de manager pour les mêmes raisons, peut-être que les raisons qui poussaient certaines personnes à être manager il y a 20 ou 30 ans. Et c'est pour ça que je pense que tous ces changements, et je pense à la comédie humaine, je ne suis pas du tout d'accord avec ce livre, mais c'est un autre sujet. Je suis d'accord avec le postulat de départ, qui est qu'il ne faut pas faire peser sur les entreprises le poids du bonheur individuel des gens. En revanche, ils jettent le bébé avec l'eau du bain en disant, du coup, l'entreprise n'a pas même à se soucier du bien-être et de la qualité de vie au travail, comme si ce n'était pas prouvé que ça avait un impact positif sur les résultats. Il y a un côté un peu réactionnaire de... Les gens veulent un cap, un chef fort, dès lors que vous leur donnez ça, ils seront heureux, en fait plus heureux que s'il y avait tout ce bullshit et ces process. Personne n'est pour le bullshit et les process, c'est pas le débat. Donc c'est simplement un changement, disons, d'état d'esprit du manager. Et c'est vrai que les pushbacks viennent beaucoup des managers en place. Les clichés, c'est que le sens, l'autonomie, ce sont des désirs de jeunes. C'est faux. J'ai pas montré les stats, mais statistiquement, il a été prouvé. Enfin, on a des éléments qui indiquent que les jeunes cherchent autant l'autonomie et le sens que leurs aînés. Ils portent plus d'intérêt à leur job que les 50-59 ans. C'est quand même un autre cliché. Donc on n'est pas dans un conflit générationnel, si ce n'est que les managers en place, eux, vont devoir complètement accepter qu'on leur retire certains des attributs historiques de la puissance patronale. J'aime bien c'est la puissance et pas le pouvoir, disant. En tout cas, ceux qui sont venus chercher ça vont être malheureux en tant que manager, je pense. Et du coup, on terminera par là. Tu redonnerais quoi comme définition au pouvoir ? Au pouvoir ? Le pouvoir aujourd'hui, du coup, d'un manager, s'il reste une division, de quel pouvoir tu te sens pour moi, le pouvoir au sens large, c'est simplement la capacité d'atteindre un objectif. Et donc, si je fais exprès de faire une définition très large, puisque du coup, on peut l'atteindre de 10 manières différentes. On pouvait l'atteindre par la contrainte, historiquement, en manageant par le fouet, en quelque sorte. C'est aussi un pouvoir énorme d'avoir, en quelque sorte, entre les mains le mode d'organisation de travail, la qualité de vie au travail de 10 personnes. J'estime que c'est un pouvoir, c'est au sens d'une responsabilité. Je cite Spider-Man, c'est bien. Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, c'est un pouvoir énorme d'avoir ça entre les mains, ce bien-être du collectif, et dans le sens où c'est une responsabilité forte, mais c'est aussi le pouvoir, si ça réussit, de leur faire atteindre un objectif qui est potentiellement ambitieux. À t'écouter, on voit bien que c'est une forme de pouvoir plus distribué. Ouais. Voilà, clairement, il est très distribué et il faut accepter de ne pas en recevoir les lauriers lorsque ça marche et d'en prendre la responsabilité lorsque ça foire. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup, Charles. Est-ce qu'il y a des questions pour Charles ? Oui. Désolée, oui, je reviens sur le début de la présentation. Indeed, du coup, c'est quoi votre business model ? Le business model, il est assez simple. Il est assez simple. Il est différent de tous les business models des autres sites d'emploi, puisque vous l'avez compris, les jobs sont déjà chez nous. Donc on ne va pas vous faire payer pour mettre vos offres d'emploi sur Indeed. En revanche, c'est un business model très proche de celui de Google, à savoir on propose aux entreprises qui ont besoin de plus de candidats de mettre leurs offres en tête de page pour un résultat donné. Pour un développeur Java à Lyon, votre offre d'emploi va ressortir systématiquement en tête de page au lieu d'être noyée dans la masse de tous les autres résultats. Et surtout, le gros changement, c'est qu'on facturera ses clients que s'il y a des clics sur ces annonces. Donc c'est un modèle de coût par clic à la performance. Donc enfin, on crée un lien entre ce que vous obtenez et ce que nous, on obtient. Il faut que nos intérêts soient alignés en quelque sorte. Si nous, on remplit notre mission de présenter un job intéressant aux candidats, et donc de vous envoyer un CV potentiellement intéressant, ce n'est que là qu'on va piocher en quelque sorte dans une cagnotte. Donc ensemble, on se met d'accord sur un volume de clics et de CV que vous voulez obtenir. C'est peut-être ça le grand changement. Il y a d'autres questions ? Du coup, tu as Aude. Et en fait, je me posais la question justement, je ne sais pas si vous pouvez communiquer sur ce chiffre, mais combien de postes sont pourvus grâce à Indeed ? Alors, je précise que madame ne travaille pas pour Indeed. Hein. C'est pas un... c'est un... Non, je plaisante. Non, alors on ne peut pas communiquer sur ce chiffre. On aimerait beaucoup le faire. Pourquoi ? Parce que, notamment en France, le nombre de recruteurs en mesure de nous dire grâce à quel outil ils ont recruté est relativement faible. C'est-à-dire que des entreprises équipées d'un outil, d'un ATS, d'un outil de gestion de candidature,
bien paramétrés, dont ils se servent véritablement au quotidien, et avec un système de tracking du début à la fin. Donc nous, on peut dire combien de fois on a montré les annonces, combien de personnes ont cliqué dessus et à peu près qui ils étaient. On peut dire aussi s'ils ont candidaté, parce que très souvent, on va vous forcer à mettre une balise sur votre site, parce qu'on sait que sinon, en général, on n'aura pas les chiffres et ça ne nous intéresse pas de renvoyer des clics pour des clics. Donc, mais en revanche, arrivé au CV, on perd la main. Là, c'est entre vos mains à vous. Et très souvent, on n'a pas cette remontée de data. Donc, on a des partenariats aux États-Unis avec des grands ATS, des grands outils de gestion de candidature, qui donnent une idée des volumes. Aux États-Unis, ce sont des volumes absolument colossaux parce qu'Indeed est leader depuis très longtemps. Donc voilà, aux États-Unis, tout ce qu'on sait, c'est que Indeed renvoie 60% en ce moment de tous les. Pardon. Pourvoit 60% de tous les postes dont la source a été traquée, toutes sources confondues. Donc c'est-à-dire que la somme de tous les autres outils aux États-Unis ne fait que 40% versus les 60% d'Indeed. On n'en est pas là en France, mais en tout cas c'est une indication. On n'a pas le chiffre final pour la France, il n'y a pas ces chiffres. Très souvent, quand on vous demande voilà, sur les 70 recrutements que vous avez fait l'année dernière, d'où ils viennent, on n'a pas nécessairement la source, on perd le tracking en cours de route. J'aimerais bien avoir ce chiffre. Bonjour, moi j'aimerais avoir votre point de vue entre le bien-être au travail et la formation. Si pour vous elle intervient vraiment dans le bien-être, et également tout ce qui est relatif aux entretiens annuels, toutes ces choses-là qui sont mises en place, ce que vous en pensez? Ouais. Bah la formation, ouais, alors telle que je la vois appliquée, et là c'est peut-être un domaine justement où Indeed n'est pas top of class en quelque sorte, telle que je la vois appliquée aujourd'hui, très sincèrement, dans beaucoup d'entreprises, y compris chez Indeed, elle n'a pas pour objectif final, je trouve, de former les gens et les préparer à potentiellement un futur job qui ne sera pas chez Indeed. Elle a pour vocation de cocher les cases que Indeed souhaite que l'on coche pour mieux effectuer son job. Donc pour l'instant, je parle en tout cas des formations obligatoires. Ce qui est vrai, c'est que Indeed commence de plus en plus à mettre à disposition, parmi ses avantages pour ses collaborateurs, un grand nombre de formations qu'Indeed paye, qui sont électives, qui sont à leur choix, et qui là peuvent n'avoir rien à voir avec leur job actuel, potentiellement plus à voir avec le job qu'ils souhaiteraient véritablement exercer à l'avenir. Donc ça, je pense que ça va dans le sens du bien-être en quelque sorte, et du développement personnel qui est un des éléments importants, je pense, pour notre épanouissement. Notre job n'implique pas de parler anglais au quotidien, mais Indeed est ravi de payer des cours d'anglais à nos collaborateurs, et on les laisse en faire la moitié sur les heures de travail s'ils le souhaitent. Parce que voilà, c'est pareil, on se dit, ça les amènera peut-être à trouver un autre job au sein d'Indeed, en tout cas on contribue à leur développement. Je pense que c'est surtout sur la formation des managers, laquelle justement je reviens à mon point, où il y a beaucoup à faire, et où là il y aura un impact direct, à la fois sur leur bien-être à eux, mais par capillarité, il y aurait un impact assez important sur le bien-être des collaborateurs. On le sait qu'un manager justement qui ne serait pas adapté à ces nouveaux modes de management, ça peut briser des équipes, et ça a un impact mathématiquement x8, puisqu'on est à peu près 8 par équipe. Donc voilà, c'est surtout sur la formation des managers que Indeed en ce moment met l'accent, pour s'assurer qu'ils vivent bien le fait de devoir manager un peu différemment de ce qu'on leur avait peut-être appris dans leur boîte précédente. Et la deuxième partie de votre question, à part la fin. Et oui, sur les entretiens annuels, la politique de notre DRH, qui décidément est assez innovant, c'était de dire les entretiens annuels, c'est de la merde, on n'en fait plus. Voilà, c'est interdit à partir de maintenant. Et là, donc effectivement, les entretiens annuels ont disparu. Pour un mode de feedback qui doit être le plus spontané et récurrent possible, c'est-à-dire en tout cas ne pas être, non pas récurrent justement, mais plutôt lorsque ce feedback est demandé ou nécessaire, et non pas à heure fixe, en quelque sorte. Les inconvénients qu'ils détectaient, c'est que très souvent, soit les gens se retiennent de dire ce qu'ils pensent jusqu'à l'entretien annuel. Non, mais c'est ce qui est assez vrai, des deux côtés d'ailleurs. Le manager très souvent se dit, je pense que c'est bien de ne pas tout de suite faire un feedback pour dire, en attendant, et tuer quelque chose dans l'œuf, ou crever l'abcès, juste sur peut-être un ressenti. On attend souvent que ça s'accumule, et ça c'est un des inconvénients de l'entretien annuel. Donc voilà, la philosophie, c'est de dire, si on a créé cet environnement transparent et ce confort, disons, quand les gens pour parler, on a une plateforme en place qui peut être anonyme ou non anonyme, ou en tout cas en permanence, je peux aller donner du feedback, y compris sur des gens qui ne sont pas dans mon équipe. Donc la difficulté, c'est de s'assurer que les collaborateurs le fassent à minima. Mais
une fois que les équipes prennent le pli, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un volume de feedback qui est exponentiel. Donc là, c'est pareil, il faut traquer. Certaines équipes ne le font pas du tout tant qu'elles n'ont pas, la pompe n'est pas amorcée. Et là, c'est la responsabilité des managers de leur répéter, de les inviter à dire tu ne m'as pas donné du feedback depuis 6 mois. En tout cas, dans l'équipe, il n'y a eu que 2 éléments de feedback dans les 6 derniers mois. Allez-y, même en anonyme, envoyez des éléments détaillés. Il faut que ce soit bien sûr circonstancié. Enfin, c'est pas des outils de délation ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit des feedbacks constructifs. Et en général, il n'y a pas trop de mauvaises surprises d'ailleurs sur le contenu de ces feedbacks. Mais ça, c'est marrant. Il y a un pushback énorme en interne aussi. Il y a une tentative là de faire revenir des entretiens. Alors, c'est pas pareil, c'est biannuel maintenant. On avait dit que c'était inutile. Donc comme quoi, voilà, toutes les boîtes ont leur tension interne. Indeed en est un exemple parfait. On est 8000 maintenant, donc il y a des centaines et des centaines de managers, y compris des gens qui étaient habitués à une manière de faire les choses. Il y a des velléités parfois de retour en arrière en disant non mais si c'est quand même bien. Alors voilà, on va les faire plus souvent qu'avant pour éviter certains des travers dont je parlais. Mais au final, on revient à un début de rigidité parfois, ou en tout cas des gens demandent à revenir à de la rigidité, ce qui est assez intéressant. Et du coup, le rituel d'augmentation, pour rebondir sur la question, le rituel d'augmentation ou de la prime, il est du coup en fonction de la personne lors de ses feedbacks, ou il reste quand même une période où ce phénomène peut se passer? Alors les primes, quasiment toutes les équipes, elles sont trimestrielles, objectives, pardon. Voilà, allez. Non, elles sont archi-objectives puisque chiffrées. C'est trimestriel, du coup. Oui, les bonus sont trimestriels dans la plupart des équipes, basés dans toutes les équipes où on le peut sur des chiffres, donc sur des éléments objectifs. La moitié des effectifs chez Indeed, ceci dit, sont des fonctions commerciales ou rattachées à des fonctions commerciales, donc ça facilite la vie. Pour ce qui est du salaire fixe, en revanche, oui, voilà, encore une fois, on revient un peu à l'ancien monde en quelque sorte, c'est à date fixe une fois par an. Et là, on est justement en pleine discussion pour savoir quels sont, posons par écrit les critères qui déterminent si dans une tranche entre 2 et 10% d'augmentation tous les ans, à combien es-tu éligible, mais que ce ne soit pas effectivement trop au bon vouloir disons, de chaque manager. On sait que les inégalités de salaire se creusent aussi parfois dans la durée, disons, au sein d'une équipe. Et ça va de pair avec une réflexion sur un réalignement d'ailleurs des salaires des 8000 collaborateurs d'Indeed en ce moment. Donc on va sans doute aller vers des grilles transparentes connues de tous pour les salariés. Donc là c'est un peu ambitieux parce qu'on le fait alors qu'on est déjà devenu gros. C'est pas quelque chose qu'on faisait historiquement. Donc là c'est un changement d'un coup et je dis 8000, on sera sans doute 10 000 dans 6 mois. Donc voilà, ça va être un chantier intéressant pour aligner, s'assurer que tout le monde, indépendamment de son sexe essentiellement, mais aussi de sa formation, de son ancienneté, soit au sein d'une tranche, disons, qui est déterminée par Indeed comme étant compétitive sur le marché où on se trouve. Il y avait encore une question, c'est vrai. Pardon, je reste sur l'entretien annuel. J'ai 2 questions. La première sur l'objectivité de l'attribution des primes. Du coup, s'il n'y a plus d'objectifs individuels de fixer, sur quels critères est-ce qu'on peut dire qu'un collaborateur a atteint ou pas le niveau pour recevoir sa prime? Après, vous avez peut-être des critères. Et là, juste ma deuxième question. Vous, en tant que manager, est-ce que ça ne vous manque pas de suivre une performance, puisque l'entretien annuel, c'est du feedback, mais c'est aussi un suivi de performance individuelle, alors et collectif, mais il passe par l'individuel. Est-ce que vous, voilà, à titre... votre ressenti par rapport à cette incapacité de suivi avec l'entretien annuel, et peut-être que vous aviez mis en place d'autres stratégies de suivi, dans ce cas-là, ça m'intéresse de les connaître. Alors, je sais pas si peut-être j'ai ma langue à fourcher, mais il y a bien des objectifs chiffrés, individuels pour tout le monde dans l'entreprise. Et justement, il y en a même peut-être plus que dans d'autres, et pour nous, Pardon. Non, ils ne sont pas fixés par les... Voilà, ce que je disais, c'est qu'en revanche, ils ne sont pas fixés par les managers. Donc, si je prends l'exemple du cas le plus fréquent, à savoir des fonctions commerciales, ça va être fixé en fonction du périmètre qu'ils gèrent, en fonction d'une opportunité qui est chiffrée de manière assez précise, en fonction du chiffre d'affaires potentiellement généré
précédemment. Donc, ils ont bien des objectifs très précis, chiffrés, connus à l'avance, et dont on est en capacité de mesurer l'atteinte en temps réel. Et c'est d'ailleurs un prérequis essentiel à cette autonomie qu'on donne par ailleurs. C'est-à-dire que lâcher les gens en autonomie sans qu'ils sachent exactement quelle est la vision de la boîte et quel est leur objectif individuel, c'est un massacre. Donc, le prérequis, c'est que justement les objectifs sont très précis et chiffrés chez Indeed. En revanche, c'est vrai qu'ils ne sont pas ces éléments-là, en tout cas qui déterminent la rémunération variable, ne sont pas entre les mains du manager direct. Volontairement, ils sont entre les mains d'une équipe neutre, individuelle, indépendante, qui est voilà, une équipe dédiée. De notre côté, nous, managers, en revanche, effectivement, on peut fixer peut-être d'autres éléments, mais qui sont plus des objectifs qualitatifs. Mais en tout cas, ils n'auront pas d'impact sur la rémunération variable de notre collaborateur. Une toute petite dernière, alors. Je me posais la question tout simplement, est-ce que plutôt que de changer, est-ce que ce ne serait pas plus simple de dire qu'il n'y a plus de pouvoir en management? Terminé. Eh ouais, est-ce que le nœud du problème n'est pas là? Le pouvoir, c'est juste un rapport de force. Est-ce que simplement dire, moi, quand je vous écoute, vous faites le lien? Donc, voilà. Ou une autre définition du pouvoir, en fait. Ouais, c'est une... Ouais. Non, mais c'est un débat intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est la question de la disparition totale du pouvoir. Alors, non, mais ça, elle se pose. Après, elle se pose depuis longtemps. Pour l'instant, les cas de figure sont rarissimes de disparition du pouvoir. On pense à des cas de figure de la disparition de la hiérarchie et du pouvoir au sens traditionnel. Les holacraties n'existent presque pas. En tout cas, alors peut-être que vous parlez plutôt de la perception, en tout cas du rôle du manager et de son statut en quelque sorte et de son rôle de facilitateur par opposition à Simplement, oui, se dire à un moment donné que, et ça passe aussi, je pense que, pardon, mais à la fois mélanger les gens qui sont complètement incompatibles, c'est-à-dire à la fois un indicateur fixe de résultats qui conditionne finalement, c'est un pouvoir fort à l'ancienne. Donc, et mélanger avec aussi une autre posture de lien sans que ça rentre finalement dans une appréciation globale du manager. Et que ce ne soit pas déterminant, je ne sais pas, de sa reconnaissance simplement. Franchement, je pense qu'un leader facilitateur, ça devrait être considéré comme une personne en capacité de faire le lien avec les talents, comme vous disiez, et de mettre le bon talent en face du bon emploi, et là, de fait, le mec fait décoller les choses, et que ce ne soit pas gradué forcément par un chiffre. Je suis désolée, je ne suis pas de la blague, mais ça viendra de manière mécanique et systémique. Plutôt que de mélanger tout. Alors, on est en train de se chercher tous, hein, Oui, c'est ça, transition. Non, mais je vous rejoins sur la place, en quelque sorte, de ce leader, mais en revanche, peut-être ne sommes-nous pas assez ambitieux. Clairement, le Indeed et je pense, effectivement, la plupart des boîtes ne sont pas encore en mesure de ne pas fixer d'objectifs. Non, mais dans le sens de ne pas fixer d'objectifs chiffrés qui conditionnent une partie de la rémunération. Mais ça, c'est un débat assez intéressant, puisque les rémunérations variables, on sait que d'ailleurs, elles ont un impact négatif dans énormément de rôles. Donc, c'est plus le sujet de est-ce que véritablement il y a une incentive à fixer un objectif chiffré qui détermine si je gagne X somme ou pas. Dans tous les jobs qui impliquent autre chose que de la répétitivité bête et méchante, c'est vrai qu'on a des indications d'un effet contre-productif. Ça a tendance à fermer les œillères, à faire baisser la créativité. Or, c'est vrai la plupart de nos entreprises vont vers de plus en plus de jobs qui nécessitent de l'imagination, de la créativité, de sortir du moule de ce qui a été fait. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est intéressant de débattre du fait d'arrêter toute incentive financière, en tout cas basée sur des objectifs chiffrés. On fera un Uptalk RH spécial pouvoir et organisation et rémunération. Ouais, pouvoir et rémunération, ça, je pense que ça peut être bien. Bon, merci beaucoup, Charles. Merci.